machin, voilà. Donc pour les grands lambda, on a quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors si mon truc ne démarre pas, ça va pas le faire. Voilà. Donc pour les grands lambda, donc ceux qui contenaient les WKK' avec les deux opérateurs de phonon, on a l'opérateur suivant, on a la relation suivante. Donc lambda KK' FK' 1 moins FK est égal à lambda K'K F de K 1 moins FK'. Alors ces termes-là, ils viennent simplement du fait que dans les deux cas, on regarde bien des opérateurs qui vont de, dans ce cas-là, des électrons vont de K à K', et dans ce cas-là, ils vont de K' à K. Par contre, là-dedans, ça tient des processus qui vont de nu à nu' en phonon et qui vont de nu' à nu en phonon, d'accord? Donc ici, c'est caché là-dedans, c'est pour ça qu'on ne retrouve plus l'indexation de nu à nu'. Ok. Mais par contre, si vous regardez ce qui relie ces deux quantités-là, vous allez trouver cette fois-ci que lambda KK' est égal à lambda K'K, et vous allez vous trouver ici avec une exponentielle de epsilon K' moins epsilon K. Alors, ça vient simplement que vous avez un échange d'énergie. Donc si vous avez un échange d'énergie, eh bien, vous gardez le principe d'exclusion dans le lambda. Okay. Donc ça, il faut regarder simplement à quel... alors, on dirait que ce n'est pas epsilon K' moins epsilon K. Ici, évidemment, il y a une faute. Vous remarquez, c'est epsilon K ici. D'accord ? Donc, vous voyez qu'ici, c'est le même processus, mais quand vous avez de K à K', c'est le même que d'aller de K' à K, modulo, effectivement, la différence d'énergie entre les deux. D'accord ? Puisque vous avez échangé de l'énergie entre les deux. Ce qui ne se voyait pas au niveau microscopique. Okay, lorsque vous travaillez simplement au niveau des WKK'. Alors pour obtenir cette relation, je ne vous ai pas dit, mais vous faites simplement ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire vous divisez FK' par 1 moins FK', FK par 1 moins FK, et puis ça sort directement, d'accord? C'est juste des fonctions de Fermi-Dirac, donc vous faites le calcul, vous allez obtenir ça directement. D'accord? Ce qu'on a fait la dernière fois, ça va venir absolument directement, il n'y a aucun souci. Okay. Voilà. Alors maintenant, on va attaquer la partie qui correspond exactement à ce que vous aviez fait dans votre partiel lundi dernier. Donc c'est ce que moi j'ai appelé la partie F. Alors je ne sais pas combien vous en êtes vous. Donc c'est les solutions approchées de l'équation de Boltzmann. Bien, donc on va regarder ce qu'on va faire pour trouver ces solutions approchées. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que F, évidemment, nous ramène tout vers F0. D'accord. F0, c'est 1 sur exponentielle de bêta epsilon moins mu plus 1. Bon, ça, c'est la définition de Fermi-Dirac.
Alors les paramètres qu'on a dans notre histoire, c'est T qui dépend de R et du temps. Alors pas forcément, mais au départ, si on met toute la généralité, on a un potentiel chimique qui dépend éventuellement de R et puis du temps. Et puis on a l'énergie. On va dire simplement que c'est H bar 2 K2 sur 2m étoiles si on a une masse effective. Okay. Et puis on va s'intéresser à l'équation de Boltzmann qui prend la forme suivante. Donc df sur dt collision est égal à df sur dt plus v gradient R de f plus f gradient P de F. Bon, voilà. Donc là, on est parti sur cette équation. En toute généralité, on a ça à résoudre. Alors, on va faire des tas d'approximations pour rendre la chose à peu près tractable. Donc, c'est ce qu'on vous demandait de faire lundi. Alors, la première chose qu'on peut faire, on va dire que c'est stationnaire. Donc si on est stationnaire, on a une solution qui ne dépend pas du temps. D'accord. Donc ça nous tue déjà la dépendance en temps. D'accord. Donc ça, c'est sympa. On a un terme en moins. Alors, deuxième chose, on va faire l'approximation du temps de relaxation, donc l'approximation linéaire en fait. Donc on va dire que df sur dt collision, on va dire que ce truc c'est simplement f moins f0 sur taux. D'accord ? Avec un moins, ce qui m'amuse. Ouais. Donc ça, on va dire que c'est moins f0 sur taux. Ça, c'est le deuxième truc qui apparaît là. Et ça, on sait que, si on monte dans notre cours, on sait que c'est moins f1 sur taux. Voilà, on a déjà fait un bout de chemin dans la simplification. Ok, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et vous n'avez pas dit que la fonction f, le système il a toujours tendance à retourner vers l'équilibre. Du coup, pourquoi f devrait dépendre du temps et retourner vers 0 en un certain temps caractéristique. Mais f retourne vers 0 dans le temps taux. Ah oui, à temps très court, ça dépend du temps, mais pas à temps long. Ah oui, non, mais attendez. D'accord, il y a deux échelles de temps. C'est-à-dire que sur des échelles de temps de l'ordre de la collision, c'est-à-dire à temps très court, effectivement, ça dépend du temps. Par contre, sur des temps longs, grands devant les temps de collision, ça ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que la distribution moyenne que vous voyez ne dépend pas du temps. Sur des temps courts, effectivement, ça dépend du temps. Donc là, on regarde des temps moyens. Des temps longs, je veux dire. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je peux simplifier donc tout mon truc. Et donc, j'obtiens finalement une équation qui est beaucoup d'approximations qu'on en fait, parce qu'elles sont quand même fondamentales. Hein. La première chose, c'est qu'on a un régime stationnaire. D'accord ? Donc, on a la fonction df sur dt en moyenne, donc sur des temps grands, comme vous dites, elle ne dépend pas du temps. Et la deuxième chose, c'est que là, j'ai une approximation linéaire, donc j'estime que f ne s'écarte pas beaucoup de f0. Donc je peux écrire que df sur dt collision, c'est moins f0 sur taux. D'accord ? Donc ça, c'est des approximations assez fortes. Hein. Ce n'est pas des choses qui sont innocentes de dire ça. Hein, d'accord ?
Et en particulier celle-là, c'est-à-dire que je suis dans un régime où je fais des petites perturbations. Je ne suis pas en train de faire des grosses, peut-être qui F0. Alors, quand vous faites votre équation de Boltzmann, il faut qu'on revienne là-dessus, parce que ça, c'est important. Quand vous faites votre équation de Boltzmann, il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Vous avez d'un côté des F, ce côté-là, c'est un F, et de ce côté-là, ce que j'ai pas marqué, c'est que de ce côté-là, ce sont des F0. D'accord? Ici, c'est des F0. Ça, j'aurais dû vous le marquer. Parce que vous avez toujours dans Boltzmann, si vous regardez votre équation de Boltzmann, vous écrivez toujours la perturbation F1 en fonction de F0. C'est le principe de Boltzmann. D'accord? Donc c'est simple. Et donc j'obtiens déjà, alors ça va. Alors, regardez bien les deux. Si je mets tout ça ensemble, je peux écrire finalement que moins. Alors il nous reste finalement V gradient R de F plus F gradient P de F est égal à moins F1 sur taux. Bon. Déjà, ça a l'air un peu plus sympathique. Alors, ce qu'on va faire maintenant... Donc maintenant, c'est simplement un petit jeu de réécriture qu'on va faire pour rendre ça un petit peu plus compact, un petit peu mieux écrit. D'accord ? Alors l'idée de base, c'est que... alors si on regarde un peu ces formules, on s'aperçoit qu'il semble qu'on va tout pouvoir écrire en fonction... Donc si je vous rappelle que F0, c'est simplement exponentielle de bêta E moins mu plus 1. Ah oui, c'est moi qui joue avec ça. Voilà. Moins plus 1 puissance moins 1. En fait, l'idée qu'il faut avoir, c'est de voir que toutes les gradients de R, les gradients de P, vous allez assez facilement, vous allez tout pouvoir exprimer en fonction des dérivés de F0 par rapport à l'énergie. D'accord, donc c'est ça qu'on vous demandait de faire en fait. Je crois qu'on vous demandait ça dans le contrôle continu. Donc on va le faire ensemble hein, si vous voulez. Mais vous allez sortir en faisant sortir les gradients de R. Vous allez sortir ça par des gradients de mu. Puis après vous allez dériver F par rapport à mu. Puis ensuite des gradients de R par rapport à l'énergie. Vous allez sortir dF sur de l'énergie. Okay, donc je vais vous montrer comment on va faire ça et vous verrez que ça se goupille assez bien. Donc il nous reste ici. Alors la première chose qu'on va faire, on va écrire que V gradient R de F, c'est égal à V gradient R de mu D dF sur d mu. Ok. Plus V gradient R de T dF0 sur dt. Alors ce que vous voyez tout de suite, c'est que ces deux quantités-là, df sur d mu et df sur dt, elles vont s'exprimer en fonction de df0 sur depsilon. Ouais, il y a une erreur, moi. Pourquoi le premier terme, vous faites df sur d mu et le deuxième terme df0 sur dt? Ben, parce que là, je fais un gradient R de mu et là, je fais un gradient R de t. Et mu, il est dans les 0 aussi. Mais il y a T, il est dans les 0. ce qui me dérange, c'est genre il y a F et il y a F0. C'est F et F0, c'est ça qui vous chagrine? Ah ouais, non, mais attendez, effectivement, j'ai un problème. Il faut que j'ouvre toutes les équations de Boltzmann qu'on a exprimées. Ça, c'est toujours F0, F0. Par contre, là, c'est bien F1. D'accord? Et là, c'est F0. Et là, c'est quoi qui...
Donc vous avez un gradient R de mu d F0 sur d mu. Alors ça, faut vraiment... Alors là, je suis vraiment confus de ça parce que c'est super important et j'ai tendance à pas le noter parce que dans ma tête, c'est clair. C'est que vous avez toujours... Si vous prenez cette expression-là, c'est flagrant, si vous voulez. Le principe de la réponse linéaire, c'est que vous regardez comment la fonction perturbée F1, la perturbation, à partir de la perturbation que vous appliquez sur F0, sur le fondamental. C'est ça le principe de la réponse linéaire. C'est-à-dire que vous considérez que si vous avez une équation qui fait intervenir que f, vous n'allez pas être capable de la calculer. Donc, ce que vous dites, c'est que je regarde la fonction perturbée, je vais regarder ce qui se passe quand je perturbe la fonction f0, que elle, je connais, et je vais considérer que ça suffit pour connaître la fonction f1, perturbée. Donc ça, je suis désolé, parce que dans ma tête, c'est clair, mais je ne le marque pas toujours, et c'est une erreur de ma part. Il y a toujours un endroit, la réponse linéaire relie la fonction perturbée à la fonction à l'équilibre. Donc ça, dès que vous avez un doute, posez la question. C'est rigoureusement, ça ne veut pas juste dire qu'on a remplacé f par f1 plus f0 et qu'on a négligé toutes les variations dans les gradients de f1, étant donné que c'est une petite perturbation. Mathématiquement, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a gardé que les termes du premier ordre. Tout à fait. Alors, vous verrez, alors c'est ce qu'on va voir dans 2 minutes. Avec le champ magnétique, ça ne marche pas, cette technique. D'accord? Donc, le champ magnétique, on est obligé de garder les termes au second ordre. D'accord? Mais ce qui est très important ici, et c'est pour ça que j'ai pas mis les F0 et j'aurais dû les mettre, c'est qu'en fait, ici, la perturbation au premier ordre est reliée au fondamental. D'accord? Ce qui nous permet d'éviter d'avoir les problèmes. Parce que si vous avez une équation self-consistante sur F, vous enlevez le fait que ça soit self-consistante sur F, et vous dites il suffit que je la connaisse en F0 pour connaître sa position en F. D'accord? C'est pour ça que là, c'est bien des F0 qu'on a. Bon, dès qu'il y a un doute là-dessus, vous me posez la question, parce que c'est vraiment important que vous puissiez tout de suite remettre les F0 où il y en a et où il n'y en a pas. Okay. Bon. Alors ça, c'est pas très compliqué parce que vous voyez que tout ça, df0 sur dt et df0 sur d mu, si vous regardez comment est la structure de f0, vous voyez qu'en fait, les dérivés sur epsilon et mu et sur t, parce qu'en fait le bêta et le t, il est compris dans bêta, c'est relié aux dérivés par rapport à l'énergie. Donc c'est à peu près toute la même chose. Donc on va le faire tranquillement. Donc vous avez que d de f0 sur d mu, c'est simplement égal à moins 1 sur kt. Si je ne me trompe pas. Et puis il reste exponentielle de epsilon moins mu sur kt sur exponentielle de epsilon moins mu sur kt plus 1 au carré. Alors la dérivée par rapport à la température, alors elle est un tout petit peu plus compliquée. Enfin, c'est la même. Hein. Vous avez moins. Par contre ici, quand vous allez dériver l'exponentielle, vous faites apparaître un moins epsilon moins mu sur kt au carré. Puis il vous reste ici la même chose, exponentielle de epsilon moins mu sur kt sur exponentielle de epsilon moins mu sur kt plus 1 au carré. Et si maintenant vous dérivez par rapport à l'énergie, là j'oublie un signe moins sur la première, faites attention, là il y a un moins qui apparaît. Et si vous dérivez par rapport à l'énergie, vous apercevez que ça fait simplement, dériver par rapport à l'énergie, c'est extrêmement simple. Vous obtenez moins 1 sur kt. Puis vous obtenez ici simplement exponentielle de epsilon moins mu sur kt sur exponentielle de epsilon moins mu sur kt plus 1 au carré.
Donc les trois termes qui sont là sont les mêmes, puisque c'est simplement n un u'. Donc c'est l'un-, ça vous fait un carré, apparaître un carré ici. Les numérateurs, c'est toujours les mêmes. Okay. La seule chose qui change qu'il y a derrière, et ça c'est la dérivée de l'exponentielle exponentielle moins mu sur kt. Donc la dérivée, quand vous dérivez par rapport à mu, ça vous fait un moins 1 sur kt. Quand vous dérivez par rapport à t, ça vous fait moins exponentielle moins mu sur kt carré. Et quand vous dérivez par rapport à e, ça vous fait simplement moins 1 sur kt. Donc c'est simplement ça que ça vous fait. Ok. Donc les préfacteurs, je vous dis, c'est uniquement eux qui changent et qui viennent de la dérivée de ce terme-là par rapport à e. Là, c'est par rapport à t ou par rapport à e. D'accord. Donc c'est vraiment très facile à tirer. Il faut juste pas se tromper. Et là, vous voyez que ça fait apparaître simplement moins la dérivée de f0 sur d epsilon. D'accord. Et là, vous faites apparaître moins epsilon moins mu sur t fois d de f0 sur d epsilon. Donc, vous voyez que l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir factoriser tous les termes en fait qui sont des dérivés. Donc c'est ces deux choses dont on va se servir ensuite. Bon, alors l'autre terme, parce qu'on avait un autre terme qui traînait quand même dans notre truc, c'est qu'on a le terme qui est en gradient, donc ce terme-là qui est en gradient de R, et puis on a ce terme-là qui est en gradient de P. Okay. Donc celui-là, on va regarder ce qu'il vaut aussi. Et vous avez par ailleurs un F gradient P de F0, qu'on va écrire F gradient P de E fois df0 sur DE. D'accord. Et je vous rappelle que gradient P, enfin que E, c'est égal à h bar 2 K2 sur 2M. Ou alors c'est aussi égal à c'est égal à P c'est égal à P carré sur M, c'est ça. P égale à MV, P2... Ouais, c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est bon? Deuxième? Pourquoi j'ai un M en trop là qui se traîne? Donc, si je fais ici, j'obtiens ici un F fois gradient P. Donc, gradient P, ça me fait... Alors, je porte ici que gradient P de l'epsilon K, ça me fait P sur M. Et P sur M, c'est la vitesse. Ok. Donc, j'ai F fois gradient P de epsilon. Là, je suis en train de réécrire la même chose. Donc, ça, c'est simplement F fois V fois d f0 sur d epsilon. Okay. Vous avez l'air abattu. Donc ça, c'est le troisième terme qu'on va utiliser. Donc maintenant, on a tout ensemble. On a tout qui va bien. On a ce terme-là. On a ce terme-là. Et en fait, les trois termes sont exprimés en fonction de df0 sur d epsilon. Donc ça va bien se passer. Il suffit qu'on mette tout ensemble. Et normalement, ça va le faire bien. OK ?
Donc, allons-y. Donc, on va prendre le premier terme qui est un V gradient R de F0. Donc, V gradient R de F0, ça nous fait un... Donc, il faut juste regarder ce que fait un gradient R de F0. Gradient R de F0, donc ça nous fait un gradient R de mu plus gradient R de T. Gradient R de mu, donc ça nous fait un moins gradient qui est en moins epsilon moins mu sur T, un terme qui vaut F fois D F0 sur D epsilon. Il me reste juste le F qui est là. Un V, donc on a un V ici, gradient R de V, gradient R de F0, R de mu. Et il nous reste ici un terme fois un gradient R de T. Ok. Et puis, pour ce qui est de la partie de l'autre partie, donc ici, j'ai alors le V, du coup, je peux le mettre en facteur de tout. Hein. Plus, donc j'ai un... Voilà, si je ne me suis pas trompé, ça me donnait un truc qui ressemble à ça. En plus, je ne me suis pas planté. Balèze. Bon, alors maintenant, il y a le petit problème. Alors, on va réécrire ça parce que quand même, on a F. F. F, c'est E plus V vectoriel B. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? C'est un grand F. Ah oui, c'est un grand F, évidemment. Évidemment, c'est un grand F. Donc, on est d'accord que la force, c'est ça. Bon, on va rentrer ça là-dedans, on va voir ce que ça nous donne. Donc, vous obtenez finalement que votre équation devient simplement V. Alors, on va changer un petit peu les signes, histoire de faire un truc plus propre. Donc, ça vous fait un gradient R de mu, ok, plus epsilon moins mu sur T gradient R de T. Bon, tout ça, ça va. Plus E, facteur de E, plus V vectoriel B, fois... Alors, du coup, j'ai un moins df0 sur d epsilon, qui est égal à moins f1 sur tout. Et là, je suis content, j'ai mon équation de Boltzmann qui est adaptée à ce que je veux. Alors là, ouais, dites-moi tout. Du coup, il y a un moins devant le E plus V vectoriel B. Ouais, du coup, il y a un moins, effectivement, c'est une bonne remarque. J'ai zappé le moins. Du coup, il y a un moins, c'est tout à fait vrai. Boum. Hop, comme ça. Donc là, normalement, j'ai tout sur mon équation de Boltzmann. Un tout petit problème près, c'est que si vous regardez ces termes-là, il y en a un qui est un petit peu gênant. Est-ce que vous voyez lequel est un peu gênant? Quel que soit B, ça fera toujours 0. Ouais. En fait, vous avez un terme qui est chiant, c'est le terme magnétique. Là.
Parce que vous avez un terme V scalaire V vectoriel B. Donc ce terme-là, il fera toujours 0. Alors pourquoi il fera toujours 0 ? Alors il y a une façon assez simple de le voir, c'est que un champ magnétique, ça ne peut pas injecter d'énergie dans un système. Ça, vous le savez, un champ magnétique, ça fait tourner, mais ça n'injecte pas d'énergie. Donc ça ne peut pas vous perturber la fonction d'équilibre. D'accord ? Donc sur un système qui est à l'équilibre, le champ magnétique ne pourra pas être perturbé par un champ magnétique. Donc le problème que vous avez là sur un champ magnétique, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que pour le coup, si vous gardez que l'ordre F0, vous êtes un peu embêté. Parce que là, si vous gardez que l'ordre 0, bah, il ne se passe rien. Donc là, on va être obligé d'aller un tout petit peu plus loin, et pour le coup, de garder quand même l'ordre suivant au terme F0, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir, parce que je ne peux pas tenir compte du champ magnétique. Parce que si je cherche F1 en fonction de F0, je cherche l'effet du champ magnétique, je trouve 0. Donc là, ça ne marche pas, clairement. Donc là, la perturbation ne marche pas, donc on va faire un truc un peu plus sophistiqué. Donc, le champ magnétique... Alors ça, c'est vrai, ceci dit, vous savez très bien que si vous mettez qu'un champ magnétique, vous ne créez pas de courant. Hein. D'accord ? Vous n'avez pas d'effet, vous n'avez rien. C'est-à-dire que si vous mettez qu'un champ magnétique, si vous voulez voir quelque chose, il faut en plus créer un champ électrique. Là, vous pouvez faire des fioles, vous pouvez faire des tas de choses. Et si vous mettez qu'un champ magnétique, vous ne voyez rien. Pour faire du transport, il faut que je déséquilibre mes niveaux de Fermi à un endroit pour passer du courant. Si je mets qu'un champ magnétique, il ne se passe rien. D'accord ? C'est ce que vous retrouvez ici. Si je mets qu'un champ magnétique, je verrai rien. D'accord ? Si je mets E égale 0, gradient T égale 0, gradient mu égale 0, il ne se passe rien. Donc, à l'ordre 0, j'ai rien. Donc, on va garder l'ordre 1 pour le champ magnétique. Donc ça me donne quoi ? Ça me donne la même chose, sauf que vous voyez que ce terme-là, je vais simplement le développer, c'est-à-dire que je vais garder moins df0 sur d epsilon, plus df1 sur d epsilon, et là je suis bien obligé de le garder comme ça. Donc j'obtiens à ce moment-là simplement une équation un tout petit peu plus compliquée, qui est que v scalaire epsilon k moins mu sur t gradient r de t plus gradient r de mu moins e grand E. D'accord ? Donc ça, je garde que les termes qui sont contents, qui ne bougent pas. Là, j'ai un moins df0 sur d epsilon. Mais je suis obligé de garder le terme suivant, qui est plus E sur h bar V vectoriel B gradient K de F1. Ça, c'est l'ordre suivant. Parce que F égale F0 plus F1 plus tous les termes. Et je dis que ça, c'est égal à moins F1 sur tout. Et ça, je suis obligé de garder ce terme parce que sinon, je trouve 0. Ok ? Alors, pourquoi il y a un E sur H bar qui apparaît ? C'est parce que j'avais un D de F0 sur D epsilon que je l'ai passé en gradient K et que epsilon c'est égal à H bar 2 K2 sur 2M. Donc, quand je passe de gradient de df0 sur gradient de k, bah, vous faites le changement de variable, vous faites apparaître un E sur h bar. D'accord, bon, vous le ferez tout seul, c'est pas très compliqué à faire. Ouais, donc, c'est ces deux termes-là. Pardon. C'est ce terme-là qui nous donne ce terme-là et ce terme-là.
D'accord? Donc pour le champ électrique, je garde bien que l'ordre 0. D'accord? Et pour le champ magnétique, eh bien, je garde l'ordre 0. Je garde l'ordre 1 parce que je sais que l'ordre 0 fait 0. Ok? Parce qu'on fait le développement à l'ordre le plus bas. Alors en fait, c'est comme les développements que vous faisiez toujours, on regarde l'ordre le plus bas non nul. Bon voilà, donc là, en fait, on est arrivé là à peu près à l'équation, je dirais globalement un petit peu générique, hein, qu'on peut essayer de résoudre après dans les tas de cases, qu'on va jouer avec un petit peu. Il y a une chose quand même une question qu'on peut se poser un petit peu, c'est les questions. Il y a un truc qu'on peut regarder, c'est la valeur de taux. Alors c'est une question importante. Alors c'est une question importante par rapport au taux que vous allez voir avec Julia sur les liquides de Fermi. D'accord? Parce que on peut le comparer avec la largeur de niveau des niveaux proches du liquide de Fermi. Proche du niveau de Fermi, pardon. Alors, ce qu'il faut quand même, c'est que votre niveau... Donc, quand vous avez des chocs, votre niveau est élargi. Vous avez un niveau ici d'énergie, de l'énergie E. Et en fait, l'élargissement de votre niveau, votre élargissement, je ne sais pas pourquoi j'écris si petit, je vais le remettre à côté. Donc quand vous avez un niveau d'énergie E comme ça, l'élargissement de votre niveau, il est donné par essentiellement 1 sur taux, c'est-à-dire 1, c'est le temps caractéristique de votre problème, donc c'est essentiellement dans le cas des temps de collision. D'accord. Donc le problème, c'est qu'il faut que votre 1 sur taux soit pas trop grand, c'est-à-dire qu'il faut que votre niveau soit bien défini. Par exemple, quand vous êtes là, il faut que le niveau suivant, qui est là, qui est l'espacé de delta, il faut quand même s'assurer que le 1 sur taux reste beaucoup plus petit que delta. Alors ça, c'est des problèmes assez compliqués parce que c'est pas forcément évident. Quand vous calculez le delta dans un métal, par exemple, proche du niveau de Fermi, il n'est pas forcément très élevé. Et ces problèmes-là de transport dans les métaux, etc., ils restent valables dans cette limite-là. C'est-à-dire que si vous mettez des taux, des systèmes qui vont être très sales, ou si vous les excitez avec des radiofréquences ou des choses comme ça, si vous arrivez à des temps de collision qui sont très très courts, vous pouvez arriver au fait que vous commencez à mélanger vos niveaux de Fermi. D'accord? Les niveaux électroniques proches du niveau de Fermi vont se mélanger. Et à ce moment-là, vous commencez non plus à avoir des niveaux discrets, mais à avoir des continuums, en fait. D'accord? Et dans ce cas-là, la physique est plus valable, parce que vous n'avez plus un état discret qui va rentrer dans l'état discret, vous avez un continuum d'états. D'accord? Donc, alors dans un semi-conducteur, c'est pas tellement un problème, parce que les états sont séparés par des énergies énormes, si vous voulez. Mais dans un métal, il faut faire attention à ça. D'accord? Ça peut être relevant dans un métal. Alors, je vous signale ça juste pour vous dire que toutes les théories qu'on vous donne, c'est toujours dans le cadre où on a
des quasi-particules bien définies qui se propagent au niveau de Fermi et qu'il n'y a pas de problème. C'est pas toujours vrai. D'accord ? Donc Julia vous fera un cours là-dessus. Vous verrez que les niveaux d'énergie, les largeurs varient comme T2. On peut arriver dans des conditions où c'est pas forcément vrai, ça. Particulier à haute fréquence. Vous pouvez arriver dans les limites où c'est plus vrai. Alors, on va faire un petit calcul qui est celui qu'on vous demandait en fait de faire dans le TD, enfin dans le contrôle continu. Donc, allons-y, on va faire ce que vous avez fait lundi. Je crois que vous avez à peu près tous réussi à le faire. Donc, calculer la conductivité alors, dans un cas simple, donc un cas simple, alors c'est un truc avec une seule bande. C'est ce qu'on a déjà vu l'autre fois, on n'a pas de scattering entre les bandes. Et une relation de dispersion quadratique. Ouais. J'ai une question. En fait, j'ai un peu du mal à voir le lien entre ce qu'on fait là, à écrire la solution approchée de l'équation de Boltzmann, et ce qu'on a fait avant avec les intégrales de collision. C'est la même chose, non ? Non, c'est le taux qu'on calculait avant. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a deux trucs dans ce... Voilà. Il y a deux problèmes. C'est les mêmes et sans être les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs dans l'équation de Boltzmann. Il y a 1000 trucs dans l'équation de Boltzmann. Et ce qu'on va faire, nous, il y a deux parties. Il y a je calcule, connaissant le taux, je calcule la conductivité en fonction de taux. Et le deuxième problème, c'est calculer taux. Donc là, ce qu'on a fait avant, c'est regarder un peu les symétries en fonction des coefficients des WKS, etc., des propriétés de symétrie de ces coefficients de collision. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt relié, c'est plutôt ce qui va nous donner les taux. Là, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va calculer les coefficients de conductivité en fonction des taux. D'accord ? En supposant une certaine structure des taux. Et dans un dernier temps, on va faire un vrai... calcul microscopique des taux, où on va vraiment obtenir les lois de puissance des taux en fonction, dans les cas simples, en fonction de la température, pour retrouver les lois que vous connaissez en T3, en T5, etc. Mais il y a deux façons, là. Je calcule taux, ou alors je calcule, connaissant taux, je calcule ça, et dans un dernier temps, on essaiera de rassembler les deux pour faire un calcul complet de tout ça. Ok ? Ouais. Vous développez uniquement sur V vectoriel B et pas E pour le champ électrique. Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Quand on fait un développement limité ou un truc comme ça, on garde toujours l'ordre le plus bas non nul. Ah, d'accord. C'est toujours ce qu'on fait traditionnellement. Donc, vous avez une relation quadratique. Donc, vous avez epsilon k qui est égal à h bar 2 k2 sur 2m. Ah oui, on prend un temps de relaxation. Alors là, c'est intéressant parce qu'il est isotrope. Alors ça, c'est important qu'il soit isotrope parce que sinon, c'est le bazar. Mais il peut dépendre de K. Voilà. Donc, on va essayer. Alors ça, c'est un peu je vous dis ce qu'on avait fait en cours, c'est un peu le toy model pour savoir ce qu'on peut faire. Ah oui, je vais vous dire la conductivité isotherme. Ça, c'est important parce que sinon, on serait un peu embêté. Enfin, ça se fait la conductivité non isotherme. Je vous le ferai peut-être si on a le temps, mais c'est très compliqué parce que le problème, c'est que quand la chaleur se déplace, ça fait bouger les électrons en même temps. Donc, c'est un peu compliqué parce que vous voyez, les électrons, ils transportent la chaleur, mais quand il y a du chaud d'un côté, les électrons, ils se barrent dans l'autre sens. Donc, c'est toujours un peu... Enfin, les coefficients sont reliés tous entre eux, donc c'est un peu merdique. Bon, alors là, dans notre cas, on va faire un truc sympa. On prend un champ électrique uniforme et constant.
uniforme et constant. Un champ magnétique nul, pour commencer. Alors, quand on met un champ magnétique non nul, c'est la deuxième partie de votre CCM. Alors, pour vous donner une idée, à l'époque où j'étais en examen, il y avait ce que vous avez fait. Après, il y avait une partie sur le champ magnétique non nul, et puis après, 2-3 petites questions. C'est ça que vous aviez à faire en 2 heures. Alors, T est uniforme dans l'échantillon. Alors ça, c'est quelque chose qui est vite faux, ça. Parce que les gens s'imaginent toujours que ça va bien se thermaliser dans un échantillon. En particulier, quand vous êtes très froid, c'est très vite faux. C'est-à-dire, dès que vous mettez une tension pas très forte, vous mettez 1 volt dessus, très vite, vous créez des phénomènes d'électrons chauds d'un côté par rapport à l'autre. Ça se rethermalise pas si vite que ça, des électrons dans un métal. Il faut quand même falloir laisser le temps, quand même. Voilà, quoi. Et puis, on a une équation, finalement, donc, en fait, l'équation, elle devient triviale, hein, parce que l'équation, il reste dans l'équation, il reste simplement V scalaire moins E grand E fois moins dF0 sur DE est égal à moins F1 sur taux qui dépend éventuellement de E. Bon, bref. Alors, là, évidemment, comme on a tout enlevé, il reste que là, dans l'équation, finalement. Alors. Ah oui, la densité de courant. J, alors c'est 2E sur 2 pi cube. Alors, faites attention à ces préfacteurs parce qu'ils sont importants. Parce que le 2, c'est le spin. Le 2 pi cube, c'est la densité d'état dans l'espace des K. Donc, il faut bien les mettre. Puis aussi, vous avez l'intégrale de F1, V de K dk. Avec... Donc, je vous rappelle que l'intégrale de F0, V de K dk, ça fait 0, puisqu'on n'a pas de courant à l'équilibre. Bon, ben là, F1, peut-être qu'on l'avait là-bas. Donc, on a F1 qui est égal à E taux grand E, V, facteur de moins D, F0 sur D. Et puis, on vérifie bien mes fautes de signe, parce que je leur fais pas mal. Et vous obtenez donc que finalement, vous avez un J qui est égal à 2E sur 2 pi cube. OK. Et il vous reste cette intégrale. Et donc, vous rentrez dedans la valeur de F1. Vous avez un E taux grand E. Puis, vous avez un V. Alors, évidemment, j'aurais dû mettre les flèches, sinon c'était pas clair. Mais c'est un V scalaire E ici. Hein. Ça, vous en souvenez. V scalaire E. Puis, il vous reste ici un moins dF0 sur d epsilon. Et puis, il vous reste un V dk.
Bon. Mais là, c'est presque fini. Bon, j'ai un E de trop quelque part. J'ai un grand E de trop, non? Hein? Le deuxième, c'est un V, je crois. Non, plus j'ai un E de trop parce que j'ai deux fois E, ça va pas. Le deuxième, c'est un V. Là, c'est bon, hein? Il y a le V après. Le V, c'est un V. Non, j'ai un VDK qui est bon, puis j'ai un V qui est là. Ça, c'est bon, ça. Bon, alors, je vais prendre E. Je vais le prendre sous la forme E00. D'accord? Alors là, il faut faire attention, le produit scalaire, il est là. Hein. J'ai un produit scalaire Vx, Ex. Ok? Et donc, j'obtiens J est égal à 2E sur 2 pi cube fois l'intégrale de E tau vous avez ici un terme qui va apparaître. Alors, si vous combinez avec l'autre terme, ça vous fait un terme Vx carré Ex. Puis, il vous reste toujours ici votre terme, moins df0 sur d epsilon, 1 dk ici. Vous avez toujours une intégrale vectorielle qui reste là. Bien sûr, on est obligé de projeter. Non, Sortir un résultat pour la conductivité. non. Donc le calcul serait faisable en retourne sur druide sans projeter E sur X. Alors, sans projeter, en fait, je pense que vous pouvez garder un V vectoriel E jusqu'au bout, je pense. Je pense que vous pouvez, ça ne changerait pas grand-chose. Alors, La force tensorielle. attendez, laissez-moi réfléchir, parce qu'après, vous risquez de passer sur une intégrale sphérique, vous pouvez être un peu dans la merde, quand même. Parce que là, vous avez un... Ah ouais, parce que quand vous allez passer en intégrale sphérique, vous allez avoir un problème sur les angles, quand même. Ça se fait, mais je pense que vous allez avoir... Parce que VE, vous allez obligé de l'écrire. Mais je crois qu'on le fait plus loin dans le cours, ça, d'ailleurs. Vous allez intégrer un angle θ entre V et E. Vous êtes obligé d'intégrer sur θ, qui va rester explicitement exprimé. Donc, vous pouvez pas... Là, vous n'intégrez plus que sur dk, si vous voulez. Vous intégrez à la 4 pi k2 dk, si vous voulez. Donc, on peut passer en énergie sans problème. Si vous gardez explicitement les angles, ça va être beaucoup plus merdique, quoi. Mais on le fait après, à un moment, je crois, ça. Mais on peut le faire, oui, c'est faisable. Ouais. Le gradient par rapport à R de mu, il disparaît du fait qu'il n'y ait qu'une seule bande ou... Non, du fait qu'on est, qu'on est dans un système, qui est à température constante. C'est pour ça que le mu s'en va. Alors là, par contre, justement, j'ai un E qui apparaît parce que j'ai un 2E qui est là. Alors vous voyez, on va regarder un peu ce qui est ensemble. J'ai un E qui est là, j'ai un E qui est là, j'ai un Vx carré, j'ai un 2 qui est là, j'ai un pi qui est là, j'ai un taux. Enfin, si vous... Ouais, en fait, ils y sont. Ah ouais, non, en fait, croyez-moi, ils y sont. Je vous rencontrerai, ça revient exactement à votre question. Pour s'en sortir, il y a un truc qu'on va faire. C'est que, comme on est dans un système justement qui est isotrope, on va pouvoir faire on va passer en intégrale sur les énergies. Ça va être beaucoup plus simple. D'accord ? Donc on va passer en intégrale sur les énergies, vous allez voir, ça va simplifier les choses. Donc est-ce que vous savez tous comment on fait ça ? Bon, vous voulez que je vous le fasse proprement ou je le saute ? Vous voulez vraiment que je vous fasse 5 lignes ? C'est bon. Je vais pour voir si je sais faire ça. Bon. Rien que pour vos yeux, je le fais alors. Bon. Alors, on va faire un changement de variable de k en epsilon, d'accord ? Et à ce moment-là, vous avez... Alors, je vais vous vraiment le faire à pédestrement, comme ça. Donc, l'énergie,
c'est essentiellement un truc qui est en k carré, d'accord? Donc d de epsilon, ça devient un truc qui est en k, d'accord? Vous avez dk, donc c'est essentiellement 1 sur epsilon d, 1 sur k d epsilon. Ok, c'est-à-dire 1 sur racine de epsilon d epsilon. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin pour faire le changement de variable. Ok? Donc moi, j'ai besoin pour le changement de variable, j'ai besoin de ça. Je fais le changement de k est égal à epsilon. D'accord? Donc j'ai besoin de savoir que K2, c'est pour ça l'énergie, et j'ai besoin de savoir que K2 dk, c'est ça. D'accord? C'est les changements que je vais avoir à voir. Donc ce qui me donne que 4pi K2 dk, d'accord, c'est un truc qui est en epsilon, ça c'est ce terme-là, fois 1 sur racine de epsilon, d epsilon. Et ça c'est lui. D'accord. Et ça me donne tout ça ensemble, ça me fait un racine de epsilon, d epsilon. D'accord? Vous me suivez? Et vous allez découvrir un truc génial, c'est que quand on fait ça, hein, vous allez voir là où c'est magique, si vous l'avez vu en M1, c'est que vous trouvez n de epsilon d epsilon. Balèze. Donc, on va mettre tout ça en application et vous trouvez que JX, donc si vous jouez à ça, vous trouvez que JX est égal à E. Alors pourquoi j'ai un E qui apparaît, moi? Alors j'ai un E qui est tout ça ensemble. Vous allez avoir un E carré qui apparaît. D'accord? Vous allez avoir un VX fois EX, un moins DF0 sur D epsilon, et puis un N2 de taux de E. Ça, c'est fou ce que c'est mal écrit, ça. Je vais vous le refaire en dessous, ça sera plus beau quand même. Hein. Je vais vous le réécrire en dessous, ça sera plus beau. Donc, il nous reste à la fin Jx égale E carré. Okay. Il nous reste une intégrale de Vx EX, hein, donc ça, vous regardez d'où ça sort. Il nous reste un moins df0 sur d epsilon. Ça, c'est en avant. Et ce qui nous reste maintenant, qui est intéressant, c'est un n de epsilon qui a la densité d'état, taux de epsilon, d de epsilon. OK? Mais si tous les facteurs constants, là, ils sont dégagés, vous avez compris dans JX? Oui, non, ça, il faudra que je recopie bien ce que j'ai marqué, parce que... recomptez-les chez vous, mais a priori, je les ai mis. A priori, c'est bon, ils y sont. Si vous faites le changement de variable comme ça, oui, là, effectivement, dans le changement de variable, ils n'y sont pas, hein, si vous voulez, je les ai pas mis. Mais si vous le faites proprement, vous devez arriver là. Ça marche. Si vous ne les trouvez pas, vous venez me voir et puis on recomptera, hein, parce que donc, a priori, non. La densité d'état qui est proportionnelle à la racine de E, vous avez en plus, vous avez un terme de l'approximation du 3D isotrope. On est en 3D isotrope. Vous avez rajouté ça comme approximation. L'approximation de Du fait qu'on est en 3D isotrope. Ah, mais de toute façon, ah oui, mais de toute façon, ah non, mais Vous avez utilisé les isotropes, vous avez pas forcément dit que
Ah ben si, parce que quand je fais ça, 4 piques à 2 DK, c'est déjà, je suppose que c'est isotrope. Hein. Ah oui, là, ah oui, tout à fait, vous faites une bonne remarque. Quand j'écris ça, c'est déjà que je suppose que c'est isotrope, parce que là, quand j'écris ça pour le DK, enfin DK vecteur, quand j'écris que c'est égal à ça, j'ai déjà intégré sur θ FI, donc je suppose que c'est isotrope. Non, mais dans ce cas, ça fait quand même un paquet d'approximations. Ah ben oui, ça va paquet C'est un d'abord. cas hyper particulier. Oh mais ceci dit, ça décrit pas mal de choses, parce qu'un brave métal, ça marche. D'accord. Un semi-conducteur comme l'ASGAS, ça marche assez bien. Par contre, dès que vous commencez à regarder des smicons, ou par exemple ceux qui veulent faire de la supra, ça marche plus du tout. Et par contre, ça peut vite devenir des usines à gaz. D'accord. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, on fait beaucoup d'approximations. Ce qui compte, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est l'idée de la chose. Parce qu'après, ça devient vraiment très compliqué. Et en général, les gens, ils font des modèles vraiment dans des cas très particuliers, avec des bandes très particulières, etc. Mais c'est pour ça que je ne vais pas vous embêter. De toute façon, je sais pas, c'est pas mon domaine de spécialité, hein, les calculs de bande. Mais faut voir que les calculs de bande dans les supras, c'est plus un domaine qui est tellement exploré, parce que c'est quand même bien connu. C'est surtout dans les trucs genre les supras, les trucs comme ça, que les gens s'énervent beaucoup sur les calculs de bande maintenant. Par contre, ce qui est important, c'est ce genre d'équation ça sort dans vraiment beaucoup de domaines de physique. En hydro, ça sort les équations de Boltzmann. Bon, bah, elle est jolie, cette équation. On va aller un tout petit peu plus loin. Donc, pour un système isotrope, justement, pour un système isotrope, vous avez toujours que l'énergie, c'est 1 demi de m Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Donc jusque-là, on n'a pas inventé grand-chose. Et on peut écrire que c'est égal à 3 demi de m fois Vx carré. Ok? Jusque-là, ça mange pas de pain. Et donc, comme on a notre Vx carré qui traîne, là, et c'est pour ça que je vous dis, je pense que j'ai bien remis les constantes, parce que j'ai tout remis bien, là. Donc, on obtient pour Jx un 2 tiers de E carré fois... Alors, le M, il va se retrouver en dessous, donc ça me fait... On va l'écrire comme ça, on va l'écrire proprement. Ça me fait 2E carré sur 3M. Et puis, j'ai une intégrale de Vx carré fois EX fois moins df0 sur d epsilon fois n de epsilon taux de epsilon d epsilon. D'accord? Ah oui, c'est eux, ouais, tout à fait. C'est eux. Et vous en tirez tout de suite sigma. C'est ce qu'on vous demandait dans l'exercice. Sigma, c'est 2e carré sur 3m. Intégrale de E moins df0 sur d epsilon. N de epsilon. Taux de epsilon d epsilon. Hop. Et voilà. Pourquoi on ne remplaçait pas les dérivés de F0 par énergie? C'est état. Ah, si vous avez la température nulle, ça marche bien. Si vous n'avez pas de température nulle, ça marche pas. Ça, c'est K à T égale 0. Bah, T égale 0, vous avez un delta, effectivement. C'est pas un T égale 0, ça marche pas. Donc ça, c'était, je crois que c'était ce qu'on vous demandait dans le contrôle continu, d'arriver à ça.
Alors les notations n'étaient pas exactement les mêmes, mais en gros c'était ça qu'on vous demandait. Hein. Presque les mêmes. Hein, c'était ça. Il y en a qui sont arrivés au bout ou pas, non? Il n'y a pas eu le temps, mais ouais. Alors pour finir, on va juste regarder un petit peu, on va l'écrire un tout petit peu différemment pour faire apparaître une façon d'écrire que vous connaissez. On peut l'écrire sous sa façon actuelle. Donc on va juste faire une petite réécriture. Donc on pose simplement que n est égal à n de epsilon f0 de epsilon d de epsilon. Alors ça a un sens physique, hein. C'est le nombre d'électrons libres par unité de volume. Ok, puisque j'ai un texte sur l'énergie. Et je définis que grand N de epsilon, j'intègre à nouveau ce bazar. D'accord. Donc ça, simplement la densité d'état intégrée. Bon, alors pourquoi j'introduis ça? Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on va faire simplement une petite intégration par partie de cette histoire. Donc on définit que n qui est égal à l'intégrale de n de epsilon f0 de epsilon d epsilon. D'accord. On va dire que c'est n de epsilon f0 de epsilon prise entre 0 et l'infini. Donc si j'intègre ça comme ça, moins l'intégrale entre 0 et l'infini de n de epsilon moins d de f0 sur d epsilon d epsilon. D'accord, ça j'ai toujours le droit de l'écrire, ça mange pas de pain. Alors, en fait, ce truc-là, il est trivialement nul parce que vous voyez que, en fait, ça vaut 0 en 0. Et puis ça vaut 0, ça vaut 0 à l'infini. Ok. Donc il me reste de grand N de epsilon moins d f0 sur d epsilon d epsilon. Ok. Alors du coup, je vais simplement écrire mon bazar ma conductivité d'une autre façon. D'accord. Alors, alors c'est vraiment tout bête, hein, vous regarderez, c'est simplement une écriture différente. J'écris que sigma, c'est 2n au carré sur m fois donc au numérateur, j'ai cette intégrale de 0 à l'infini de moins df0 sur d epsilon de
epsilon n de epsilon, taux de epsilon, d epsilon. Et puis en dessous, j'ai une intégrale de 0 à l'infini de n de epsilon, d de f0 sur d epsilon, d de epsilon. Voilà. Bon, c'est juste une façon de le réécrire différemment en faisant apparaître simplement, donc vous avez le n qui apparaît. Et c'est juste une façon de l'écrire sous la forme suivante. Vous définissez une sorte de valeur moyenne. Ok. Et la valeur moyenne que vous définissez, elle est définie comme ça. Donc c'est cette intégrale de moins d de f0 sur d epsilon, epsilon n de epsilon, taux de epsilon, d epsilon, sur l'intégrale de n de epsilon, df0 sur d epsilon, d epsilon. D'accord, c'est simplement redéfinir une valeur moyenne. Sur le sigma, vous avez plus de moins devant F0 sur devant E Devant, vous dites, j'en ai paumé un. Là, Ouais. là, je l'ai paumé, c'est fort possible. Là, Parce qu'il était là, ouais, il était en dessous aussi. et je l'ai plus là. Bah oui, je l'ai paumé. Bon, on va le remettre. Hein. Ça vous plaît mieux comme ça? C'est-à-dire qu'il est. Je dis sigma, c'est un truc, ça va s'en souvenir vite. Hein. Bon, alors, ça, c'est la valeur moyenne qu'on a obtenue. Bon, c'est une définition un peu arbitraire. Hein. On va regarder ce qu'elle donne, par exemple, pour un métal. Alors, par exemple, pour un métal à 3D. Pour un métal à 3D, on sait que n de epsilon varie comme racine de epsilon, ça vous le savez. Et donc forcément, grand N varie comme 2 tiers de epsilon puissance 3,5. Et on obtient donc un taux qui, lui, se met à varier comme une intégrale de taux de epsilon fois epsilon. Bon, je vais encore l'écrire en dessous, sinon ça va pas être joli. Donc j'ai un taux de epsilon qui se met à varier comme une intégrale en dessus de taux de epsilon, epsilon puissance 3,5 fois moins df0 sur d epsilon, puis ici simplement une intégrale de 0 à l'infini de epsilon puissance moins 3,5, epsilon puissance 3,5, pardon, de moins df0 sur d epsilon, Et alors, là, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'il suggérait tout à l'heure, c'est-à-dire, si on a une température suffisamment basse, si on a un gaz très généré, etc., on peut utiliser l'approximation de Sommerfeld. Ok. Et alors, à ce moment-là, l'approximation de Sommerfeld, alors c'est facile, l'approximation de Sommerfeld, elle vous dit la chose suivante. C'est un peu tout con, hein.
Donc elle vous dit que si Sommerfeld, elle vous dit que quand vous êtes dans un gaz, donc là j'ai le F, là j'ai l'énergie, donc j'ai le F qui est par là. Elle vous dit qu'en gros, si vous n'êtes pas trop chaud et que vous faites un truc comme ça, si vous regardez la dérivée de ce truc, c'est essentiellement ouais, c'est un Dirac, essentiellement. Bon. Ce qui est vrai tant que vous avez une température... Tant que ce truc-là est pas trop large. Bon. Alors, les énergies de Fermi dans les métaux étant tellement grandes, ça reste globalement vrai tout le temps, à peu près. D'accord ? Donc, le développement de Sommerfeld, il vous dit la chose suivante. Il vous dit que l'intégrale de G de epsilon moins d F0 sur d epsilon, d de epsilon, est égal à G de mu plus pi 2 sur 6 kt carré d2 de G sur d epsilon au carré plus patati patata. Ok. Donc, essentiellement, ce qu'il vous dit, c'est que tout se passe au niveau de Fermi, puisque l'intégrale de G de epsilon moins df0 sur d epsilon, il vous dit que c'est l'intégrale de G de epsilon delta de epsilon moins epsilon f d epsilon. En gros, c'est ça que ça vous dit. D'accord, donc c'est pas un scoop. Hein. Il vous dit que tant qu'on a des systèmes où l'énergie de Fermi est très grande devant l'autre énergie, finalement, l'endroit où ça se casse au niveau de Fermi, c'est à peu près un delta. Bon, si on joue à ça avec notre truc, on va trouver quoi ? On remplace simplement le taux par l'énergie au niveau de Fermi. C'est la formule de Sommerfeld que vous ne connaissez pas. Alors, si vous faites ça... Ah, ouais, je peux le faire. Pour remplacer, vous obtenez simplement que le sigma, eh bien, vous l'écrivez sous la forme n de taux à l'énergie de Fermi sur m étoile, où m étoile est la masse effective de vos électrons. D'accord ? Donc ça marche très bien quand vous avez un métal et vous trouvez qu'en fait la conductivité vous est donnée par le temps de vie à l'énergie de Fermi. Donc ça marche bien. Alors vous avez un autre cas qu'on peut regarder, qui est un peu moins trivial. C'est le cas d'un gaz non dégénéré. Le cas d'un gaz non dégénéré, alors c'est par exemple un semi-conducteur peu dopé. Donc je vous rappelle, peu dopé, un semi-conducteur, ça peut être à 10, 15, 10, 16 par centimètre cube comparé à un métal qui est à 10, 23. Donc vous pouvez avoir 5, 6, 7 ordres de grandeur de moins que dans un métal. Donc c'est vraiment très peu. À ce moment-là, la fonction que vous allez prendre, c'est simplement la fonction de Boltzmann. Donc F0 de epsilon, c'est simplement, essentiellement, A exponentielle de moins bêta epsilon. D'accord ? Et puis, la dérivée par rapport à l'énergie, c'est pas un scoop, hein, c'est moins A exponentielle de moins bêta epsilon. Et ouais, alors à ce moment-là, pour l'énergie, disons pour taux, on prend une dépendance en puissance.
Alors en fait, c'est un peu le truc le moins bête à prendre. Bon, on verra plus tard à la fin ce que ça donne, mais bon. Donc on prend taux qui est en epsilon puissance S. On va mettre. Pas pourquoi j'ai mis S d'ailleurs. Bon. Donc ça c'est l'autre cas. Dans un cas on avait le cas d'un métal où on pouvait faire. Alors là par exemple Sommerfeld ça va pas marcher du tout parce qu'on est dans des cas où on est très peu dopé. Donc Sommerfeld ça marchera pas du tout. On va trouver quelque chose de complètement différent. Donc je vous rappelle ce qu'on avait. Donc je vous rappelle que la moyenne de taux c'était défini par l'intégrale de taux de epsilon ce qui a été ma formule exacte. Taux de epsilon, où c'est que j'en suis dans mon histoire Taux de epsilon, epsilon puissance 3 demi moins d de f0 sur d de epsilon sur l'intégrale d'epsilon puissance 3 demi moins d de f0 sur d epsilon. Alors maintenant que j'ai la dépendance de taux, ben en fait, suffit que je remplace, d'accord. Et j'obtiens la chose suivante, j'obtiens que en haut. Ah oui, si, une question qui n'a rien à voir. Il y avait quelqu'un qui voulait me voir la semaine dernière à propos de la thermoélectricité. C'était qui? On se voit tout à l'heure après le cours. Donc j'obtiens une intégrale. Donc j'ai un taux de E qui est en epsilon puissance S. J'ai ici un epsilon puissance 3 demi. Le df0 sur d epsilon, j'ai un moins A exponentielle de moins bêta E dE. Puis en bas, j'ai une intégrale ici de epsilon puissance 3 demi, puis moins A exponentielle de moins bêta epsilon d epsilon. Ok. Bon, les moins A, ils s'en vont. Hein, ça, on va leur faire un sort tout de suite. Hein. Ça nous fera des vacances. La dérivée de f0 sur epsilon, c'est pas moins A bêta. C'est vrai qu'il y a moins bêta. Enfin, pour la fin de calcul, on s'en fout un peu, mais là-haut, rigoureusement, c'est moins A bêta. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, il y a un bêta. Vous avez raison. Bon, de toute façon, il simplifie. Hein, bon. Il y a encore une autre. Votre notation, tout à l'heure, vous avez dit que la moyenne de taux était proportionnelle. En fait, il y a une étape. Vous avez dit, par exemple, pour le métal, on prend grand N proportionnel de tiers de epsilon 3 demi. Pourquoi là, on se retrouve encore avec epsilon 3 demi alors qu'on n'est plus dans le cadre d'un métal? On ne prend pas la formule la plus générale pour taux? Non, mais attendez. Il y a deux... Ah non, mais si, mais c'est... Là, on est dans un... Non, si, on est toujours dans un métal, si vous voulez. Mais dans un métal, dans le sens où on est... On est dans un métal dans le sens où on a toujours des porteurs, si vous voulez. D'accord? Mais là, on est dans un métal qui est peu dopé. Donc, vous avez des dopants qui sont dans le gap. Et vous dopez au-dessus entre les porteurs et la bande de conduction.
vous en avez peu qui sont dopés. Donc, ils sont donnés par une statistique de boltzmannienne. Vous avez très peu d'électrons qui vont être là. Donc, vous avez une statistique boltzmannienne. Quand vous êtes dans un métal, d'accord, vous avez énormément d'électrons qui sont là. Et donc, vous regardez un système dans lequel vous allez faire l'approximation de Sommerfeld, tout se passe au niveau de Fermi. Là, vous ne pouvez pas dire ça. Donc, c'est juste de tenir compte de la distribution de Boltzmann spécifiquement. Mais il n'empêche que l'énergie dépend à peu près de la même façon. D'accord? Mais simplement, vous n'allez pas regarder les mêmes niveaux d'énergie. Mais la dépendance en énergie est à peu près la même. D'accord? Alors, je vais corriger proprement votre bêta que j'ai oublié, parce que c'est ça fait un peu sale de ne pas le mettre. Donc, on va remettre les bêtas quand même. Quitte à les barrer après. Bon, une fois qu'on en est là, on va faire un tout petit changement de variable. On va faire ici T. T devient bêta E. Ok. Donc on y va. Donc j'obtiens en dessus la chose suivante. J'obtiens ici un exponentiel de moins S. Non, je pense que le moins S, il s'en va du coup. Alors, attendez que je m'y retrouve. J'ai l'exponentielle de S, c'est 3 demi de... Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Je vous écris des bêtises. Pourquoi j'ai un taux de E quand exponentielle de... Qu'est-ce que c'est que ce taux de E là? Ah si, non, excusez-moi, c'est bon. Donc j'ai un bêta puissance moins S, donc ça c'est toujours bon. T puissance S, ouais c'est ça. Donc j'ai un bêta puissance moins S, T puissance S. Donc ça me vient du premier terme qui est en epsilon puissance S. J'ai ici un bêta puissance moins 3,5 moins 3,5 T puissance 3,5. Ça, c'est mon deuxième terme qui me donne ça. Puis j'ai ici un exponentiel de moins T. OK. Et puis ici, j'ai un bêta puissance moins 1 dt. Et puis en dessous, si je regarde ce que ça me fait un bêta puissance moins 3,5 t puissance moins 3,5 plus 3,5, pardon. Et puis ça me fait un bêta moins 1 dt. Ok. Ouais. Ouais. Bon, alors déjà, on va compter les bêtas. D'accord, ça va nous faire... Donc les bêtas, combien il nous en reste? Donc j'ai un bêta, alors le bêta puissance moins 3,5 et le bêta puissance moins 3,5, donc ceux-là, ils s'en vont. Ensuite, le bêta moins 1 et le bêta moins 1, ils vont s'en aller ici. Donc il me reste au total un bêta puissance moins S. Un bêta puissance moins S. Puis il me reste ici une intégrale. Et en haut, j'ai une intégrale. Il me reste un t puissance S plus 3,5.
exponentielle de moins t dt. Et en bas, j'ai l'intégrale de t puissance 3 demi exponentielle de moins t dt. Ok. Oh, le taulier. Il me reste 2 lignes à écrire. Et je vais me dépêcher. Non mais reste là, je me dépêche. Il reste 2 lignes à écrire, on va se dépêcher parce que le chef il est là. Donc si on finit ça, on va juste écrire notre moyenne de taux de la façon suivante. Donc si vous écrivez ça, vous écrivez que il vous reste un bêta moins 1 ici, bêta moins s. Vous écrivez ça sous la forme d'une intégrale de t puissance 5 demi plus s moins 1 exponentielle de moins t dt. Vous avez en dessous une intégrale de t puissance 5 demi moins 1 exponentielle de moins t dt. Et là, vous reconnaissez les fonctions d'i gamma de l'air. Et donc, vous avez ici le rapport de 2 fonctions d'i gamma. Donc, vous avez que le taux moyen est donné, est proportionnel le taux moyen est proportionnel à kt puissance s fois gamma de 5 demi plus s sur gamma de 5 demi. Alors ça, c'est des nombres. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est essentiellement proportionnel, vous voyez, à la dépendance de taux en fonction d'énergie. D'accord ? Donc tout est contenu dans la dépendance du temps de relaxation en fonction de l'énergie, puisque c'est ça qui va vous dominer le taux, la moyenne de taux telle qu'elle est définie ici. Voilà, donc on finit vite parce qu'il y a le chef qui attend pour prendre la parole. Je vous remercie. Je laisse la parole au chef.